Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. Aujourd'hui avec moi, Christine Bousquet-Labourie, vice-présidente de la Maison de l'Europe et professeure émérite en histoire médiévale à l'Université de Tours. Bonjour Christine. Bonjour Astrid. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Croatie, le dernier pays à être entré dans l'Union européenne en 2013. Oui, tout à fait. C'est un pays nouveau pour l'Union européenne. Si maintenant, ça commence à faire 12 ans, donc ça commence à dater. C'est un pays, pour que tout le monde voit où il est, je rappelle, c'est un pays du sud-est de l'Europe. C'est un pays de l'ex-Yougoslavie, le long de la côte adriatique, et qui effectivement est membre de l'Union européenne depuis 2013 et de l'OTAN depuis 2009, parce qu'il ne faut pas oublier l'OTAN, bien sûr. C'est un pays qui a une géographie assez particulière. Il s'étend le long de la côte adriatique. Il a une forme un peu qui s'incurve vers l'intérieur. De croissant ou de banane un peu. Un peu de banane. Zagreb est une ville, la capitale est une ville qui est à l'intérieur des terres. Or, la Croatie, elle est surtout connue pour sa côte, la côte adriatique, qui est absolument magnifique. C'est un pays extrêmement touristique, avec une diversité de paysages, une diversité culturelle qui est très grande. Ce sont des milliers d'îles, il ne faut pas l'oublier, parce qu'évidemment, il y a la côte, mais il y a aussi, en fait, toute la côte est doublée de chapelets d'îles. Il y a des milliers d'îles, dont certaines ne sont pas du tout peuplées, mais des milliers d'îles devant, et des régions montagneuses, continentales. Donc on a un pays qui est assez diversifié, et je recommande toujours aux gens d'y aller, parce que c'est un très beau pays, avec énormément de sites classés à l'UNESCO. Donc c'est très, très important, ce pays-là. D'autant qu'ils sont passés à l'euro aussi en 2023. Donc maintenant, on n'a même plus besoin de changer de monnaie. Voilà, ce qui est plutôt c'est pas mal. Toujours agréable, c'est toujours pratique. Donc c'est un pays qui est effectivement membre de la zone euro depuis 2023. Alors on en reparlera peut-être tout à l'heure, la manière dont le pays est rentré dans l'Union européenne, parce que ça n'a pas été simple. Donc on pourra peut-être revenir dessus, si vous voulez. Je pense que c'est important. Alors, justement, vous nous parlez un petit peu là de la Croatie, mais qui sont un petit peu les Croates aussi? C'est qui ces gens? Alors, c'est une question compliquée. Je pense que d'abord, les Croates, c'est un peu... La Croatie, il faudrait quand même rappeler, c'est un petit pays. Oui. C'est un petit pays, il y a à peu près 3,5 millions d'habitants. En Croatie, il y a beaucoup de Croates à l'étranger qui sont immigrés, à peu près autant que la population. C'est quand même pas rien, quand on y réfléchit. Et on peut se poser la question de l'identité croate, effectivement. Comment ce petit pays a-t-il façonner son identité, comment il a trouvé sa place sur la scène internationale. On est quand même, je pense, nombreux à se rappeler de la guerre de Yougoslavie. C'est pas si vieux que ça. C'était quand même la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il y avait la guerre en Europe. La guerre de Yougoslavie qui a été épouvantable. Donc, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais comment il est sorti de tout ça et comment finalement maintenant c'est normal. Aller passer des vacances en Croatie, ça nous paraît tout à fait logique. C'est facile, on a des vols tout le temps, donc c'est pas du tout un problème. Alors, l'histoire de ce peuple croate, c'est d'abord l'histoire d'une population qui était établie là, avant, et puis au 7e siècle, ce sont les Slaves qui sont arrivés, qui se sont installés là, mais avant les Slaves, il y avait des Romains qui étaient là. La Dalmatie était une province romaine, puisque, par exemple, la ville de Split, c'était une capitale de l'empereur Dioclétien, qui était là, et c'est le palais de Split, qui est extraordinaire, puisque le palais de Split, c'est la ville, et la ville est dans le palais. Donc on a ici quelque chose de tout à fait extraordinaire à visiter. Donc la Croatie était la Dalmatie, la province romaine de Dalmatie, c'était en fait la région côtière de l'actuelle Croatie. Donc, on a au IVe siècle, donc on a cette province. Et ce qui va être particulièrement intéressant, c'est deux choses. La première, ça va être la christianisation. Je vais revenir dessus. Et puis, la seconde, c'est l'arrivée des Slaves au 7e siècle. 7e siècle, les peuples slaves, donc, qui sont les ancêtres des Croates, vont migrer de l'intérieur de l'Europe, du centre de l'Europe. Ils vont s'installer au cours du 6e et du 7e siècle. Au départ, ils représentent un danger. Ils sont païens dans un monde qui est devenu chrétien.
Et donc ils arrivent avec leur mythologie, avec leur système. Et puis finalement, les contacts avec la population romaine qui est déjà christianisée, qui est là, eh bien ça ne va pas si mal se passer que ça. Et on va avoir des Slaves qui vont se convertir. Donc, du coup, on a cette arrivée de personnes et donc, il y a finalement, ils se mêlent. Donc, on a des Slaves, on a des Romains. Et ce qui va leur permettre de se mêler, c'est la christianisation. C'est la christianisation, puisque on sait que la christianisation commence très tôt. Elle va commencer finalement dès le VIe siècle, véritablement. Et alors, il y avait des chrétiens avant, mais c'était un peu diffus. La christianisation vraiment du peuple et des élites, c'est à partir du VIe siècle et surtout au VIIe siècle. Et alors, ce qui est intéressant avec la Croatie, c'est que si vous regardez la carte, eh bien vous avez la Serbie qui est à côté, la Bosnie, qui sont des terres orthodoxes, christianisées par Constantinople. Or, la Croatie, c'est une terre latine, catholique, christianisée par Rome. Et c'est pas un hasard, on a la ligne de fracture entre les deux christianisations latine et grecque qui reprend à peu de kilomètres près toutes les fractures de l'histoire des Balkans. C'est toujours un peu la même ligne. Donc ici, on sait que, par exemple, le pape Grégoire le Grand, qui était pape entre 590 et 604, eh bien, mentionne l'arrivée des peuples slaves dans cette région du monde et le fait qu'il va falloir essayer de les christianiser. Donc, on voit ce mouvement démarrer au début du 7e. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. L'Europe en 43 minutes et notre sujet aujourd'hui est la Croatie avec Christine Bousquet. Donc vous nous parlez un petit peu donc, de cette christianisation qui a été fondamentale en Croatie pour façonner cette identité croate. Et justement, alors, quels sont un petit peu des temps forts dans l'histoire de la Croatie parce qu'elle a une histoire très mouvementée, la Croatie. Hein. Oui, elle a une histoire mouvementée. Alors, je pense que pour aborder cette histoire, il faut finir avec le problème de la christianisation. Ça a été un processus très graduel. La Croatie, c'est pas christianisé, ou les Balkans de manière générale, ne sont pas christianisés du jour au lendemain. Les Slaves ne sont pas devenus chrétiens. Il a fallu envoyer des évêques, des missionnaires chercher les reliques des saints martyrs qui ont existé dans ce pays parce que les Slaves païens les ont martyrisés. Donc, c'est pas un mouvement si rapide que ça. On sait qu'il y a eu ça a été un petit peu compliqué, cette acceptation du christianisme. En fait, elle est liée à l'établissement des premiers duchés de Croatie. En fait, ça veut dire qu'on a une christianisation des élites. C'est pas une christianisation du peuple, c'est une christianisation des élites. Ça rappelle la Gaule, avec Clovis. C'est exactement le même système. Donc, on voit les choses se faire vraiment vers le milieu du IXe siècle. Vers le milieu du IXe siècle, on a des ducs, Tripmir, par exemple, le premier duc croate, véritablement, qui va être le fondateur, en tout cas le rôle qu'on lui fait jouer, de l'identité chrétienne croate. Et puis, en 879, le pape Jean VIII va reconnaître l'État croate chrétien. Rome, donc, reconnaît cet État croate chrétien. Et le point, évidemment, important, c'est 925. 925, Tomislav Ier donc, est couronné roi de Croatie. Il unifie en un seul État chrétien la Croatie, la Pannonie, donc une partie de la Hongrie, et la Dalmatie. Il adopte la liturgie latine, parce qu'il y avait quand même des hésitations entre le monde latin et le monde grec. On est vraiment dans une zone de... Alors, quand je dis rupture, on a l'impression que c'est violent. C'est pas forcément ça, mais il y a des choix qui sont posés. Et la Croatie choisit le monde latin et Rome. Et donc, il y a vraiment un rite romain qui va s'imposer dans ce territoire. Et alors, avec beaucoup de synodes qui vont avoir lieu. Et après, le grand schisme... en 1054, lorsque la séparation
entre les églises va se faire. La Croatie va être vraiment la zone frontière, très claire. Elle choisit Rome, elle choisit la Croatie catholique, et de l'autre côté, vous avez les duchés serbes et la Bulgarie orthodoxe. Donc il y a vraiment là un moment important, et on a des premiers diocèses, celui de Zagreb, qui est fondé à la fin du XIe siècle. Alors c'est important parce que c'est important pour le christianisme, mais pas seulement. C'est important aussi parce que ces diocèses, cette christianisation, ça a permis l'unification des tribus slaves, ça a donné naissance à un État. Donc l'identité croate, elle est née là-dessus. Elle commence avec ça. Elle se fonde en fait sur cette christianisation, tout à fait. Et l'influence culturelle du christianisme va être évidemment très importante. Par exemple, les Croates vont adopter l'alphabet latin. Oui, effectivement. C'est l'alphabet latin, c'est important. Dans le monde balkanique, c'est pas courant. Donc l'alphabet latin, le droit croate est proche du droit latin, qui est l'ancêtre de notre droit. La littérature, la culture, l'art, l'architecture, tout ça les Croates vont choisir le monde latin. Donc ça touche beaucoup de domaines, y compris les domaines de régalien, les domaines de l'État. Du coup, on voit bien que cette identité commence grâce à la christianisation, mais il y a aussi d'autres événements qui vont conduire aussi à expliquer aujourd'hui cette Croatie d'aujourd'hui. Oui, alors la Croatie, elle va connaître une grande période entre le XIIe et le XIXe siècle où elle est sous l'influence d'autres puissances. Elle va être dominée par d'autres puissances, et d'abord par la puissance vénitienne. Alors, la puissance vénitienne, elle est fondamentale dans l'histoire de l'Adriatique. Évidemment, quand on regarde la carte, Venise est au fond de l'Adriatique, et contrôler les villes qui sont situées de part et d'autre de l'Adriatique, c'est extrêmement important. Donc en fait, la domination vénitienne, elle va avoir lieu jusqu'en 1797, l'année où tombe la République de Venise, donc devant les Français. Il faut rappeler que l'Italie, à l'époque, c'était pas l'Italie telle qu'on la connaît actuelle, c'était des villes-États. Des villes, oui, tout à fait. Et donc Venise est une république, et elle domine très profondément la Croatie. Alors elle domine pas toute la Croatie, elle domine essentiellement toute la Dalmatie côtière. Ce qui intéresse les Vénitiens, c'est bien sûr les escales, donc Zadar, Trogir, Split, Korčula, la petite île de Korčula, et puis l'Istrie également. L'Istrie, c'est-à-dire la province qui est au nord de la Croatie, la province qui est sur le bord de l'Adriatique, avec notamment, par exemple, le très bel amphithéâtre de Pula, qui est un des très beaux amphithéâtres romains conservés. Et puis, bien entendu, problème de Dubrovnik, donc la ville de Raguse. Raguse ou Dubrovnik, c'est la même ville, qui va échapper à leur domination à partir de 1358. Donc, mais entre le IXe siècle et 1358, Venise cherche à contrôler toute cette côte. Ça lui permet de sécuriser ses routes maritimes, bien entendu. Je rappelle que dans cette région du monde, il faut tout le temps lutter contre les pirates. Il y a beaucoup de pirates. Il y a l'Empire byzantin qui est là, qui évidemment qui peut un jour être l'allié, le lendemain l'ennemi. Tout à fait. Les rois de Croatie et de Hongrie qui peuvent aussi s'affronter. Et puis plus tard, il y aura l'Empire ottoman. Donc il y a de quoi faire pour des ennemis. On n'en manque pas, bien entendu, dans cette région du monde. Alors en 1358... que se passe-t-il en 1358, c'est la Hongrie qui va récupérer une grande partie de la Dalmatie. Donc, la Hongrie qui cherche toujours un accès à la mer, bien sûr. Et donc, la Hongrie va récupérer la Dalmatie. En fait, il y avait un conflit entre la République de Venise et le royaume de Hongrie-Croatie, qui était dirigé par Louis d'Anjou, Louis Ier d'Anjou, Louis le Grand. Et donc, la ville de Zadar, c'était une place stratégique sur l'Adriatique. Donc, la Dalmatie était donc entièrement vénitienne ou près, mais il y avait des soulèvements dans toute la Dalmatie. Pour apprendre et mieux se comprendre, rien de tel que le dialogue. Autour de thèmes historiques, actuels, spirituels ou artistiques,
Monserrata Vidal et Sarah Brunel échangent librement avec leurs invités, nous incitant ainsi à poser un autre regard sur le monde. Dialogue, c'est chaque samedi à 19h30 et à la demande sur rcf.fr. Au pied de la lettre vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire présentent leurs livres et nous font découvrir leurs univers ainsi que leurs personnalités. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Héningue, c'est chaque dimanche à 23h. RCF, l'Europe en 43 minutes. Notre sujet aujourd'hui est la Croatie avec Christine Bousquet-Labourie. Christine, continuez un petit peu. Là, vous étiez en train de nous expliquer ce qu'il s'était passé en 1358. Voilà, 1358, c'est un traité qui s'appelle le traité de Zadar. Et ce traité va permettre à la Hongrie-Croatie de dominer la Dalmatie pour environ à peu près un siècle, parce que les Vénitiens n'ont pas renoncé, bien sûr, à revenir. Et c'est un épisode un peu important, parce que les puissances adriatiques vont mettre un peu leur rivalité sous le boisseau, donc Venise, Hongrie, et puis bien sûr l'Empire ottoman qui arrive un peu plus tard. Donc quand on regarde cette puissance vénitienne, bien chaque ville est dirigée par un comte nommé par Venise, donc il y a vraiment une interférence vénitienne. C'est une administration dans l'ensemble qui est assez souple, mais centralisée, et les Vénitiens sont malins, ils vont respecter les élites locales pour instaurer la paix, pour que la paix soit assurée. Et notamment, par exemple, ils vont obliger, la langue administrative sera le vénitien, mais le croate reste utilisé dans la population. Il n'y a pas une mainmise véritablement du vénitien sur l'ensemble de la population. Les impôts sont élevés, c'est courant, c'est hélas. Mais du coup, les villes croates connaissent une période de relative sécurité. Donc l'apport vénitien n'est pas négligeable du tout. C'est important. Et il y a une petite exception, c'est Dubrovnik. Alors justement, vous nous disiez que Dubrovnik avait échappé un petit peu aux Vénitiens. Est-ce qu'elle est devenue hongroise ? Qu'est-ce qui s'est passé alors à Dubrovnik ? Raguse, c'est ce qu'on appelle la République de Raguse, ou la République de Dubrovnik, c'est pareil. C'est une période qui s'étend de 1358 à 1808. Ah oui, c'est pas anodin du tout. Donc cette ville de Raguse, avec son territoire, elle est située face à l'Italie, sur la côte dalmate. Elle a vraiment une position stratégique entre l'Europe de l'Ouest et puis ce qu'on appelait le Levant à ce moment-là, donc l'Orient. Et elle avait été fondée, donc on pense au VIe siècle, par des réfugiés romains qui fuyaient l'Empire et fuyaient les invasions slaves. Donc ça vient sans doute du mot lacusum, Raguse, qui veut dire marécage. Donc c'était pas un site très accueillant. Donc en 1358, le traité de Zadar va mettre fin à la domination vénitienne sur Raguse. Et la ville devient vassale du royaume de Hongrie. Mais elle obtient une autonomie très importante. Le royaume de Hongrie, c'est pas tout près quand même. Donc elle obtient une autonomie grandissante. La ville est dirigée par une oligarchie, donc un gouvernement d'aristocrates, et avec un recteur qui est élu tous les mois. Donc on change de recteur tous les mois, et le temps qu'on vérifie les comptes, il n'a pas le droit de sortir de sa maison, parce que il faut quand même qu'il puisse rendre des comptes et qu'on les vérifie. Alors c'est à la fois très bien, parce qu'il y a une vérification permanente avec un mois de... Mais en même temps, ça bouge beaucoup. Si le recteur change tous les mois, la stabilité, c'est pas trop ça. C'est compliqué. La stabilité, et puis surtout le suivi. Oui, le suivi. Donc il y a un grand conseil qui est composé de nobles, il y a un Sénat qui est chargé de la politique étrangère. Donc on est vraiment dans une république autonome. Et puis pour les affaires courantes, les affaires quotidiennes, on a un petit conseil qui gère tout ça. Donc en fait, c'est un peu le modèle vénitien décalqué, mais en plus petit et avec une identité croate particulièrement importante. Alors Raguse, c'est un centre commercial majeur entre Venise, entre l'Orient et l'Occident, et elle a une flotte très importante. Elle est capable d'aligner des centaines de bateaux, donc elle rivalise avec Venise, elle peut rivaliser, et elle est spécialisée, par exemple, dans le commerce du sel, du bois, des épices, du vin, des métaux, donc, et puis des esclaves, j'allais les oublier, jusqu'au XVe siècle, il faut rappeler ça. Donc, Raguse, Dubrovnik va
toujours faire très attention à sa neutralité diplomatique. Elle est coincée quand même entre les grandes puissances. Donc, elle va verser un tribut à l'Empire ottoman quand l'Empire prend les Balkans. Donc, à partir de 1458, elle verse un tribut et ça garantit sa liberté de commerce à la fois dans les Balkans et dans le monde musulman. Donc, Ragus tire très bien son épingle du jeu, bien entendu. Alors, en 1797, Venise chute. La Dalmatie passe aux Autrichiens dans un premier temps, et puis aux Français avec Napoléon, avant de revenir à l'Empire d'Autriche. C'est vraiment la fin d'un monde. Mais 1808, la République de Dubrovnik disparaît. RCF, l'Europe en 43 minutes. Nous parlons aujourd'hui de la Croatie avec Christine Bousquet-Labouéry. Donc on est arrivé au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle. 19e siècle, il y a un grand tremblement de terre. Alors, le grand tremblement de terre, c'est avant. C'est avant. C'est le tremblement de terre dévastateur à Dubrovnik, c'est 1667. 1667, la ville est pratiquement détruite. Elle est reconstruite dans le style baroque dans lequel on voit encore la ville de Dubrovnik. Par exemple, une volonté d'aligner absolument tous les immeubles, que toutes les façades soient conformes. C'est très beau, le Stadium de Dubrovnik, la grande rue, quand on arrive dans la vieille ville, c'est particulièrement beau. Alors évidemment, ça va faire décliner la ville de Raguse avant même le 1808, bien entendu, et le maréchal Marmont abrège donc en 1808 la République de Raguse, qui va être intégrée aux provinces illyriennes, puis à l'Empire austro-hongrois, puisque c'est l'Empire des Habsbourg qui va véritablement jouer un rôle important au 19e dans toute cette région du monde. Et donc, on arrive du coup au XXe siècle. La Croatie... C'était simple jusque-là. Voilà. C'était simple et ça devient très compliqué. Voilà, elle fait partie de l'Empire austro-hongrois qui, au moment de la Première Guerre mondiale, se retrouve du côté des ennemis de la France, notamment. Voilà. Donc, c'est les Balkans, bien, c'est là que se joue au départ le départ de la guerre, le sort de la guerre. On voit finalement, donc c'est une période de grande turbulence. C'est aussi une période d'indépendance. On voit bien, la Première Guerre mondiale, c'est beaucoup d'indépendance. Rappelez-vous les pays baltes. C'est pareil avec le royaume des Serbes, le royaume des Croates, des Slovènes. Donc des indépendances. Et puis finalement, ça va être une désillusion totale. On espérait un État sud-slave et ça ne marche pas parce qu'il y a beaucoup de tensions interethniques. Et donc, arrive là, ils n'ont pas eu le temps, en fait, à ce moment-là, d'essayer de construire quelque chose. Et arrive la Seconde Guerre mondiale et la catastrophe que ça a été pour toute cette région du monde. Justement, qu'est-ce qu'il s'est passé un petit peu dans les Balkans et plus particulièrement en Croatie? Alors, en Croatie, la crise de 29 a été ressentie de manière forte. Et on a un mouvement qu'on appelle le mouvement Ustaši, qui est créé par un homme qui est un avocat, qui s'appelle Ante Pavelić, qui est un avocat nationaliste, qui est croate, et qui s'oppose très violemment au royaume de Yougoslavie, qui est dominé par les Serbes, et il va prôner donc la création d'un État croate ethniquement pur. C'est ça la définition de ce qu'il donne. Et il va être soutenu par l'Italie fasciste de Mussolini. Et en fait, il va fonctionner comme un gouvernement terroriste, pratiquant l'assassinat, l'attentat. Ça a été épouvantable. Donc, en avril 1941, après l'invasion et le démantèlement de la Yougoslavie par les forces de l'Axe, donc l'Allemagne nazie et l'Italie. Donc en avril 1941, il crée cet État indépendant de Croatie, donc dirigé par Ante Pavelić. Ça devient un État satellite de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Alors dans cet État, qui on trouve? On trouve la Croatie actuelle, on trouve la Bosnie-Herzégovine d'aujourd'hui et une partie de la Serbie occidentale. Si on se rappelle de ce qui s'est passé plus tard, on s'aperçoit que dans le même sac, on a des gens très différents, bien entendu. Ouais.
Et ce régime est un régime de terreur. C'est un régime de terreur avec un programme de purification ethnique très brutal. La volonté, c'était de croatiser leur territoire. Et je viens de vous dire, il y a des Bosniaques, il y a des Serbes. On voit bien, on comprend tout de suite ce qui va se passer. Donc, cette croatisation, elle doit passer par l'élimination ou l'assimilation forcée de populations que Pavelić et ses sbires jugent indésirables. Donc c'est tout à fait... Alors, quelles sont les cibles ? Première cible, ce sont les Serbes orthodoxes. Les Serbes orthodoxes qui sont majoritaires en Bosnie et à Krajina. C'est un des hauts lieux des problèmes. Donc on va, contre ces Serbes, pratiquer les massacres de masse, les conversions forcées au catholicisme, les expulsions. On pense qu'il y a eu entre 300 000 et 500 000 Serbes qui ont été tués à ce moment-là. C'est pas rien. C'est pas rien, oui. C'est pas rien. Deuxième cible, les Juifs, bien sûr. Les Juifs qui vont être soit déportés vers les camps nazis, soit vers les camps Ustashi, où leur sort ne sera pas meilleur, loin de là. Puisqu'on a un camp de la mort qui s'appelle Jasenovac, qui est le plus triste, enfin, c'est pas le seul, mais c'est celui qui est le plus connu et qu'on a surnommé l'Auschwitz des Balkans. Donc, pas besoin de faire de grands commentaires pour comprendre ce qui s'est passé. Et puis, la troisième cible sont les Roms et les opposants politiques. Alors, eux, ils sont éliminés systématiquement. Donc, on a un régime vraiment avec des milliers de victimes, des dizaines de milliers de victimes exterminées dans des conditions atroces, l'assassinat, le viol, enfin tout ce qui malheureusement caractérise un régime criminel, génocidaire. Et le régime Ustashi a été unanimement reconnu comme génocidaire et criminel. Les historiens là l'ont tous dit. Donc ce système croate, cet État croate, s'effondre en mai 1945 avec la défaite de l'Allemagne nazie. Et ce sont les communistes de Tito qui prennent le pouvoir en Yougoslavie. Et on voit les Ustashi qui restaient, qui fuient vers l'Amérique latine, comme les nazis en fuite. Certains vont fuir vers l'Europe occidentale. Enfin, ils vont plutôt fuir loin. Et l'exemple, c'est Ante Pavelić qui meurt en exil en 1959, alors que c'était quelqu'un qui aurait dû être traîné devant le tribunal pénal international. Nous nous retrouvons tout de suite après Dora Pejacevic, donc une grande compositrice croate. RCF, à Chinon, 103.8. À Vendôme, 101.9. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Nous parlons aujourd'hui de la Croatie et de son histoire tumultueuse avec Christine Bousquet-Labouéry. Donc nous arrivons après la chute de ce régime autoritaire et fasciste en 1945, l'arrivée au pouvoir de Tito donc dans la région des Balkans qui va créer, je crois, la Yougoslavie. Oui, c'est ça. Voilà, la grande Yougoslavie. Deuxième régime en yougoslave, parce qu'il y avait eu un premier après la Première Guerre, mais qui ne s'est pas établi. Et donc la Yougoslavie socialiste, ça va durer de 1945 à 1991. Donc c'est Tito, effectivement, qui est au pouvoir. Et la Croatie est une des républiques, parce que la Yougoslavie, c'est une alliance de républiques. La Croatie est une des républiques constitutives. Et dans cette république de Yougoslavie, donc on retrouve les Bosniaques, les Serbes, les Croates, enfin tout ce petit monde qui s'était largement entretué. Donc évidemment, c'est toujours un peu compliqué. Et à partir de la chute du mur de Berlin, même un peu avant, on sent que dans la Croatie, au sens géographique du terme, il y a un certain nombre d'aspirations à plus d'autonomie, comme partout en Yougoslavie. Et c'est ce qui va se passer à partir de 1991. C'est la guerre. C'est un conflit armé majeur, né de l'éclatement de la Yougoslavie. Elle a opposé la République de Croatie, qui vient de se créer, qui est indépendante, à l'armée fédérale yougoslave et à des forces serbes locales qui sont hostiles à la sécession. Parce qu'en fait, il y a deux projets. Soit on continue avec une Yougoslavie unie, soit chacun prend son indépendance. Les Croates répondent nationalisme croate, les autres, on ne veut pas des autres. Et les autres, donc la réaction inverse en face. Donc la Yougoslavie, en fait, elle est en crise depuis la mort de Tito, depuis 1980. Donc c'est une crise politique, une crise économique, une crise identitaire, avec des nationalismes qui reviennent. Et en 1990, la Croatie a élu
comme à sa tête un homme qui s'appelle Tudman et qui promeut donc l'indépendance. Et en juin 91, la Croatie d'un côté et la Slovénie de l'autre vont proclamer leur indépendance. Donc, alors le problème, c'est qu'en Croatie, on a une très forte minorité serbe, de 12% de la population, qui est soutenue par Belgrade et qui refuse cette décision. Donc, des enclaves serbes autoproclamées vont apparaître, notamment en Krajina, qui va être l'épicentre du problème. Et la guerre va commencer en été 91. C'est donc une armée yougoslave dominée par les Serbes qui intervient en Croatie avec notamment le siège et le bombardement de la ville de Vukovar entre août et novembre 91. La ville est complètement détruite après 87 jours de siège. Complètement détruite. Vukovar, on est en 1991, donc la plus grande partie de nos auditeurs étaient déjà nés. C'est quand même important. Donc, et puis la ville a été détruite et les civils, les prisonniers ont été massacrés par les forces serbes. Donc là, il y a vraiment un fossé qui se crée de manière très grande. Ensuite, la guerre va s'intensifier entre 92 et 94. On a ce qu'on appelle un peu une guerre de position, d'épuration. 30% du territoire croate est contrôlé par les forces serbes de Krajina. Donc, il y a une épuration ethnique qui a lieu là. Il y a des milliers de Croates qui sont chassés de chez eux, des Croates et des non-Serbes, de manière générale, qui sont chassés de toutes ces régions. Donc, la Croatie va réorganiser son armée avec l'aide occidentale, notamment l'Allemagne et puis l'Amérique. Et en 1995, elle va connaître un certain nombre de victoires, les opérations Flash, Tempête. La République serbe de Krajina est détruite. Et du coup, c'est les Serbes de Croatie qui partent en exil à ce moment-là, 200 000 Serbes. Alors, le bilan de cette guerre, il est très important. Déjà sur le plan humain, il y a à peu près 20 000 morts. Quand même, c'est pas rien. Des centaines de milliers de déplacés, aussi bien des Croates que des Serbes. Il y a des crimes de guerre des deux côtés, des massacres, des viols, des pillages, enfin tout ce qui accompagne une guerre, malheureusement. Les conséquences politiques, c'est que la Croatie est reconnue comme un État souverain en 92. Ça, c'est important. Et l'ONU va déployer des forces de maintien de la paix dans cette région. Et ce sont les accords de Dayton en 95 qui mettent fin à la guerre de Bosnie, qui vont consolider l'indépendance croate. Et puis, il va y avoir des conséquences judiciaires, puisqu'on a des responsables croates et serbes qui vont être poursuivis par le tribunal pénal international. Donc, les Croates vont finir par accepter ça. Alors, il y a un épisode très important dans cette guerre, c'est l'attaque sur Dubrovnik en 91-92 par les forces serbes, monténégrines et bosniaques, qui vont choquer toute l'opinion internationale parce que c'est une ville célèbre, Dubrovnik, côtière, fortifiée, célèbre pour son patrimoine et qui n'a aucun intérêt militaire majeur. Il n'y a pas de base militaire dans la vieille ville. Il n'y a rien. Et donc, l'objectif des forces qui attaquent, c'était démoraliser la population croate et revendiquer toute cette région comme étant historiquement serbe, ce qui était là aussi très étonnant comme formule. Donc le 1er octobre 91, c'est le début de l'offensive et le siège dure quand même jusqu'en mai 92. Donc c'est pas... les réactions internationales ont fait baisser un peu la pression du siège. Enfin, quand même, le 6 décembre, il y a 600 obus qui frappent le centre historique, qui n'avaient aucun intérêt militaire, je le rappelle. Donc les conséquences sont évidemment tout à fait importantes, puisque là, les médias occidentaux vont condamner un crime contre le patrimoine. C'est la première fois qu'on voit ça, puisqu'on ne peut pas le qualifier autrement, crime contre le patrimoine. Et donc l'UNESCO et l'Union européenne vont s'aligner pour s'impliquer, pour promouvoir une politique de reconstruction de Dubrovnik. Alors, ça a été important. Et du coup, la Croatie a aussi accepté, puisque des officiers serbes et monténégrins sont poursuivis devant le tribunal international, elle acceptera aussi que certains Croates soient pénalement responsables de ce qu'ils avaient fait dans les temps précédents. Votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF.
Notre sujet aujourd'hui est la Croatie avec Christine Bousquet-Labourie. On en arrive à la fin de la guerre serbo-croate et dans tous les Balkans un petit peu en 95. Et ensuite, la Croatie a été candidate à l'entrée dans l'Union européenne. Elle est rentrée en 2013. Comment s'est fait un petit peu son processus d'adhésion Quelle est sa place aujourd'hui dans l'Union ? Voilà. Alors, l'intégration a été un peu longue. Et je me rappelle d'avoir rencontré l'ambassadeur croate qui me disait « Oh là là, ça fait 10 ans qu'on attend ». Alors, je lui avais rappelé qu'entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1957, la déclaration Schuman, il avait... 57, c'est le traité de Rome. C'était le traité de Rome, voilà, excusez-moi, j'avais plus les dates en tête. Le traité de Rome, il s'était écoulé 12 ans, le même temps que pour la Croatie, mais il avait trouvé que c'était quand même long. Alors, il a fallu, évidemment, que la Croatie accepte de revoir son histoire, d'accepter de voir les frontières également, notamment avec la Slovénie, de laisser un corridor à la Bosnie, un corridor maritime à la Bosnie. Donc, ça a été difficile, ça a été beaucoup de discussions. C'est passé d'abord par l'adhésion à l'OTAN. En 2009, l'OTAN, ça a été la première victoire. Donc là, il y a une sécurité collective qui est assurée à la Croatie, qui va lui permettre de respirer et de se reconstruire. Le processus d'intégration, donc, il a lieu véritablement en 2013 avec l'adhésion, après en dernière partie, à la zone euro et à l'espace Schengen en 2023. Il a fallu 10 ans pour que la Croatie rentre dans la zone euro et l'espace Schengen. Alors, la Croatie a été... est rentrée dans la vie internationale et donc dans l'Union européenne en participant, par exemple, à des missions de paix de l'ONU. Elle a donné des gages, en fait, à l'Union européenne et elle a participé, donc, sous l'égide de l'ONU, à un certain nombre de missions à Haïti, au Liban, au Sahara. Et puis, elle a participé également à des missions de paix sous mandat de l'Union européenne. Par exemple, en Bosnie-Herzégovine, ce qui n'était pas simple. Oui. Au Mali, en Géorgie. Donc, il y a, par exemple, elle a participé aux opérations de lutte contre la piraterie au large de la Somalie. Donc là, alors que les intérêts de la Croatie n'était pas fondamentalement liée à ce qui se passait au large de la Somalie. Et donc, elle va véritablement montrer qu'elle est capable d'être puissante internationalement, de pouvoir vivre avec les Européens, et donc elle tourne vraiment le dos à son passé compliqué. Et, en fait, c'est assez intéressant parce que la Croatie était un pays au départ, à la fin de la guerre, qui était récepteur des missions de paix. On venait rétablir la paix en Croatie dans les années 90. Et elle est devenue un contributeur actif aux opérations de maintien de la paix. Donc là, je trouve que c'est quand même un exemple extrêmement intéressant puisqu'elle est rentrée dans les Nations Unies, dans l'Union européenne, dans l'OTAN. Donc, elle est vraiment devenue un des membres de l'Union européenne. Elle est devenue actrice de la paix, finalement. Elle est devenue actrice de la paix alors que, bon, au départ, c'était pas gagné. Et donc, elle a adhéré à l'Union européenne. Elle a coopéré, bien sûr, avec les intérêts régionaux, coopération régionale avec les Balkans, et elle s'engage pour les soutenir dans l'intégration européenne. Elle défend, par exemple, les intérêts européens sur les dossiers comme la pêche. Évidemment, elle a des côtes, donc l'agriculture, la pêche, la politique migratoire, qui sont les gros dossiers européens. Et puis, elle a quand même un rôle fondamental dans le tourisme. Le tourisme qui est un moteur très important en Europe et très important pour la Croatie, bien entendu. La Croatie, le tourisme, c'est le fer de lance de l'économie. Et donc, l'Adriatique, c'est le pays, je crois, alors je ne suis pas tout à fait sûre, mais je crois que c'est le pays en Europe qui a le plus de biens recensés par l'UNESCO.
Effectivement, information à vérifier. Voilà, c'est une information à vérifier parce qu'elle date un petit peu. J'ai pas eu le temps de la revérifier, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont été classés par l'UNESCO. Quelquefois, ça surprend parce qu'on se dit quand même la France, oui, mais la France est derrière. Elle était derrière. Alors, je ne sais pas où on en est, j'ai oublié, mais ça sera intéressant de regarder, bien entendu, ce qu'il en est. Elle a des relations, elle entretient dans l'Union européenne, elle entretient des relations complexes parfois avec la Serbie, par exemple. Oui. La Serbie, c'est je t'aime moi non plus. On s'est fait la guerre, mais en même temps, économiquement et culturellement, on est très proches. Donc, bon, voilà. Pareil avec la Bosnie-Herzégovine. Il y a quand même des Bosniaques en Croatie, donc il faut les respecter. Avec la Slovénie, la Hongrie, ça se passe bien. Il y a des relations de bon voisinage. Et puis avec l'Italie, la proximité historique, culturelle, la coopération maritime, elle est vraiment importante avec tous ces gens-là. Donc voilà, l'Union européenne a accepté l'entrée de la Croatie. Ça a été une grande fête en Croatie, le jour de l'entrée dans l'Union européenne. Et la Croatie, maintenant, est membre de l'euro, donc depuis 2023. Et ce qui a été le plus difficile, c'était Schengen, puisque, évidemment, quand on est dans l'espace Schengen, on n'a plus de contrôle de papier d'identité pour entrer. Et comme c'était quand même un pays où il y avait quand même des problèmes avec les voisins immédiats et plus lointains, il a fallu du temps pour sécuriser la frontière et pour que la Croatie puisse rentrer vraiment dans l'espace Schengen. C'est le problème de la Bulgarie également, par exemple. Donc, c'est toujours un problème important. Schengen, c'est vraiment la dernière chose qui se fait. C'est l'arrêt de contrôle aux frontières. Oui, il y a plus de contrôle. Déjà, dans l'Union européenne, il y a plus enfin, il peut y avoir des contrôles, ceci dit. Oui. On peut juste voyager juste avec sa pièce d'identité. Mais effectivement, l'arrêt complet des contrôles, c'est compliqué parfois. Oui, c'est compliqué. Puis on est en train d'en remettre un petit peu partout. Mais quand même, quand on arrive avec un passeport européen, bon, généralement, on passe sans problème. C'est quand même un espace de libre circulation des biens, des personnes, des services, des capitaux, des services, les 4 grandes libertés de circulation en Union européenne. Donc, c'est quand même, je trouve, assez intéressant. La Croatie est passée par toutes les étapes logiques. L'accord de stabilisation et d'association en 2001, la candidature officielle en 2003, 2005, l'ouverture des négociations d'adhésion, donc c'est les étapes classiques, puis la période 2005-2011, toute la période de négociation, et enfin le traité d'adhésion en 2011, avec un référendum, bien sûr, pour que 66% des votants ont approuvé. Il y avait à peu près 45% des Croates qui ont voté, ce qui veut dire qu'il y avait quand même des gens qui n'ont pas voté. Et puis 1er juillet 2013, donc l'adhésion officielle. Alors, je pense que c'est le temps de conclure, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, je crois que pour la Croatie, faire partie de l'Union européenne, c'était un enjeu très important démocratiquement. C'est la stabilisation démocratique dans un pays qui n'avait pas guère connu de démocratie, qui avait connu la guerre, qui avait connu des régimes de terreur. Le deuxième élément qui est important, c'est l'accès aux fonds européens. On le sait bien. Ça a permis de reconstruire un pays qui sortait de la guerre. Je rappelle qu'il sort de la guerre en 95, donc ça fait pas bien longtemps. C'est la sécurité politique et économique, bien sûr. Et puis, c'est quand même l'amélioration de la gouvernance, de la transparence. Et puis, c'est tout simplement l'état de droit. Et la Croatie ne connaissait pas ça. Donc, l'état de droit, avec lequel on a toujours tendance à être un peu léger, nous, l'état de droit, ça coule de source. Eh bien, là, on a un exemple. Ça coulait pas de source et il a fallu des négociations et ça marche. Merci beaucoup Christine, c'était l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val de Loire, Europe Direct. À très bientôt. À bientôt, merci.